GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à la télévision, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Eh ben oui, notre invité qui s'installe dans ce studio, il faut le dire, en plus donc de devoir choisir leur prochain représentant au sein du Parlement guinéen. Les Guinéens sont également appelés donc à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution envers contre l'opposition d'une frange de ses compatriotes à ce projet de changement constitutionnel. Rien n'y fait. Le président Condé donc a décidé d'y aller fort à l'onction de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Vous voyez, vous le voyez à l'écran évidemment. Notre invité ce matin est monsieur Dr Alpha Yaya Dramé, enseignant-chercheur en France, avocat évidemment à la Cour d'appel donc de Lille. Bonjour docteur et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez, on s'intéresse évidemment à vous ce matin. Question, d'abord, l'analyse que vous pouvez faire du contenu, il faut le rappeler, du texte soumis donc au vote en ce qui concerne les Guinéens. Ah, l'analyse du fameux projet de constitution. Ouais. D'accord, donc j'ai... il faut préciser, j'ai été ahuri hier de voir qu'il figure au journal officiel de la République. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà, ce n'est pas sous cette forme, mais sous la forme journal officiel de la République. Allez-y, l'invité. Ce qui est grave. Je vais peut-être parler du contenu, mais brièvement, j'ai rédigé un rapport de 120 pages, donc sur l'intégralité de ce qui est proposé comme nouvelle constitution. Alors, je suppose, en tout cas j'espère que chacun d'entre vous et chaque Guinéen a eu l'occasion au moins de lire les conclusions qui font 23 pages. Ce qu'il y a de nouveau dans l'avant-projet, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui est important à mon sens, en tant que technicien du droit, c'est le mot changement. Gros, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence de ce changement éventuellement sur la possibilité d'un troisième ou d'un quatrième mandat. L'actuelle constitution, comme toute œuvre humaine, n'est pas parfaite. Il n'y a aucune constitution au monde qui soit parfaite. On la perfectionne au fur et à mesure, soit effectivement par des réformes constitutionnelles, soit par les arrêts de la Cour constitutionnelle, la fameuse Cour, effectivement garante de la Constitution. Mais bon, on se pose des questions là-dessus. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est non pas ce qui change au plan positif, puisque le président entendait moderniser les institutions. Quand on entend moderniser les institutions dans un pays comme la Guinée, où on a connu en fait des situations première, deuxième et troisième république, où le président est prédominant, on doit plutôt évoluer vers l'équilibre des pouvoirs. Mais là, dans ce système, on est plutôt allé vers le contraire. On a une concentration absolue du pouvoir dans les mains du président. Donc, vous avez un système... Un pouvoir fort. Un pouvoir, je vais dire, au-dessus du mot fort. Oula. Pourquoi? La démocratie repose, en fait, on va dire, sur deux grands aspects. Le premier, on le sait, c'est de dire que nul ne tient de la nature le droit de gouverner les autres. Et donc, les gouvernants doivent être choisis par les gouvernés. La seconde phase, on va dire, de ce principe, c'est de dire que pour que ce principe fonctionne, il faut éviter la concentration du pouvoir sur la tête d'une même personne. Pourquoi? Parce qu'on estime que tout homme au pouvoir est amené à en abuser, et pour qu'il n'en abuse pas, il faut instaurer un mécanisme de contre-pouvoir, d'équilibre des pouvoirs. Donc dans le système actuel, lorsque le président, en cas de désaccord avec l'Assemblée nationale, pour nous donner que cet exemple, a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, dans l'hypothèse de la dissolution, il y a l'organisation de nouvelles élections anticipées. Si la même majorité hostile au président
intervient à l'Assemblée nationale, on estime juridiquement que le peuple a désavoué le président, il a l'obligation de démissionner. Ce mécanisme a disparu. Ensuite, vous avez un mécanisme de protection qui vous dit que durant, on va dire, les 3 dernières, alors je crois que c'est législature qui est 3 premières législatures, en fait, je crois, l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute. Les 3 premières années de la législature. De la législature. Ça a disparu. Ça veut dire, en fait, on a instauré un mécanisme où l'Assemblée nationale a une espèce d'épée de Damoclès sur la tête. Bon voilà, vous êtes député tant qu'on s'entend. Quand on ne s'entend pas, je dissous l'Assemblée nationale, j'organise les élections. Et donc ici, par la même occasion, en fait, on a les problèmes que nous avons aujourd'hui concernant le fichier, les conditions dans lesquelles on organise les élections. Bien évidemment, on n'est plus dans un système démocratique où il y a en fait cet équilibre des pouvoirs. Alors quand vous regardez ces changements-là, finalement, en tant que spécialiste, quelles sont les analyses que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, oui, mais avant, il y a quand même du positif. Oui, mais avant ça, il y a quand même du positif, notamment je vais essayer de répondre en fait aux messieurs. Alors, je ne suis pas, on va dire, psychanalyste. Je ne peux pas traiter du mobile qui conduit en fait à travers les délire. Mais à travers les textes, on s'oriente incontestablement vers une concentration du pouvoir qui, à la main dans les mains de l'exécutif. Alors, Monsieur Marat a soutenu une chose ici qui m'a particulièrement interpellé, c'est-à-dire que ce projet de constitution est déjà en application avant même le référendum. Je vous en donne 2 exemples. Le premier, il a été publié au journal officiel. La publication de la constitution, de la nouvelle constitution au journal officiel, ça s'appelle promulgation, ne doit intervenir qu'à la fin des résultats du référendum. Là, le fait de le promulguer, on rend une constitution qui n'est pas encore adoptée obligatoire par sa promulgation. C'est-à-dire que l'avant-projet est entré dans l'ordonnancement juridique, en fait, puisque sa publication, c'est ça. C'est déjà promulgué. Ça veut dire que le texte a été adopté par le peuple et le président entend exercer les pouvoirs qu'il tient de cette constitution. Et ce premier pouvoir, enfin, la première obligation, on va dire, c'est l'obligation d'informer la population par sa promulgation au journal officiel. Second élément, j'ai cru entendre tout de suite quand je venais quand j'écoutais votre radio, que l'armée aurait été réquisitionnée pour maintenir l'ordre public. Cette affaire est réglée dans les articles 90 et 142. Oui, mais il n'y a pas eu de décret. Hein. En tout cas, on n'a pas appris qu'il y a eu un décret. Alors, en principe, il faut un décret pour réquisitionner une ordonnance d'ailleurs. Le terme employé dans l'article 49, c'est le terme ordonnance. Pourquoi? Parce que le président ne peut le faire qu'après avoir demandé un avis à l'Assemblée nationale. Ce n'est possible que dans le cas de l'état de siège ou en cas de circonstances exceptionnelles justifiant que le président l'impose. Maintenant, est-ce que le ministre de la Défense... Est-ce que le projet de constitution traite de cette question? Non. Parce que lorsque vous dites que la constitution est déjà en train d'être appliquée, et puis vous prenez l'exemple sur l'armée... Je vous donne le deuxième exemple, mais j'ai été coupé entre-temps. Dans l'actuel projet, on a supprimé les dispositions qui font de l'armée une armée républicaine, qui n'interviennent que dans le respect de la Constitution. À moins que, en tout cas, moi, l'avant-projet que j'ai examiné, qui est celui qui a été soumis à la Cour constitutionnelle et pour lequel la Cour constitutionnelle a rendu un avis, les dispositions qui se rapportent aux forces de défense et de sécurité ont été supprimées. Même celles qui interdisent à un citoyen guinéen de créer une milice a été supprimée. Wow. Allez, comment expliquez-vous le rejet systématique de la Cour constitutionnelle de tous les recours contre les actes préparatoires de ce référendum? Oui, mais Lamine, je disais avant qu'il y a quand même de positif que ce texte peut apporter, notamment les candidatures indépendantes. Et quelque part, parce que moi, je pense notamment aux propos du président, quand on lui demande est-ce qu'il sera candidat, il dit que c'est à son parti de décider. Alors que si ce texte passe, il n'aura même pas besoin de son parti. Alors, je vais vous répondre par l'absurde. Moi, j'ai défendu un client. Il y a aujourd'hui un peu plus de 200 demandes d'agrément de partis politiques qui sont pendantes devant le ministre de l'administration du territoire. J'ai fait condamner l'État guinéen en 2019, là, c'est assez récent, pour un refus d'agréer un parti politique. La liberté de création des partis politiques existe. Maintenant, imaginez-vous, il est vrai que
l'obligation d'être investi par un parti politique pour les législations, pour les élections législatives ou pour les élections présidentielles a été supprimée. Maintenant, une chose est la règle, une chose est son application. C'est-à-dire que si, à mon sens, le président entendait apporter une réforme, parce que effectivement, la Cour africaine des droits de l'homme a jugé depuis 2014 que l'interdiction des candidatures indépendantes est interdite. D'accord. Voilà. De ce point de vue, notre constitution n'était pas en phase avec la Charte africaine des droits de l'homme. Mais cette disposition aurait pu tout simplement faire l'objet d'une simple révision. C'est-à-dire un changement de constitution et un autre élément, puisque une constitution, c'est d'abord une procédure et ensuite un contenu. Bien, mais comment expliquez-vous aujourd'hui le rejet systématique des recours, enfin, des demandes de ces rejets sont juridiquement inexplicables. Et je vais essayer, sans être trop technique, de vous répondre également de cette façon. Imaginez-vous, moi j'ai pris la Cour constitutionnelle, on va dire au rebond. Elle a rendu un avis dans lequel il soutient que le président peut proposer tout projet de constitution en application de l'article 2 de la constitution en vigueur. Sauf qu'il se trouve que au moment où ils rendaient cet avis, ils n'ont pas mesuré en fait l'étendue de l'erreur qu'ils ont commise. L'article 94 de la même constitution prévoit que n'importe quel citoyen peut contester les actes du président pris en application de l'article 2. Maintenant, imaginez-vous, regardez si vous avez la constitution avec vous, article 94, dernière occurrence, la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours formés contre les actes du président pris en application de l'article 2. Le fait de rédiger, de proposer un projet de constitution, c'est un acte. L'acte juridique, c'est une manifestation d'une volonté juridique. Et la Cour, et ce qui est assez abyssal, c'est que parmi les membres de la Cour, il y en a qui enseignent dans nos universités. Et moi, c'est même pas, en fait, bon, si vous voulez, les conséquences politiques, en fait. Dans la réponse qui a été donnée, on a estimé que c'était, c'est pas pour défaut du requérant. Non, c'est pas ça. Non, je veux parler du premier recours. Parce qu'on avait prévu, en fait, justement, juste une seconde. Alors, on avait prévu, en fait, cette parade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mécanique qui est prévue à la Cour constitutionnelle, c'est de refuser d'examiner les affaires au fond. Bien. Allez-y, Moussa Moussila. Deux choses. Docteur, d'abord, quels sont les moyens qu'offre la Constitution, la nouvelle, pour destituer le président de la République? Quelles sont les dispositions qui y figurent? Deuxièmement, le chef de l'État lui-même, dans la promotion de cette nouvelle Constitution, a fait une sorte de... Les grandes gueules. Plusieurs réformes. La protection de la jeune fille contre les mariages précoces. Comme les 10 000 comme les arbres et tout ça. Oui, est-ce que tout ça ressort un peu dans ça, la construction des arbres? Alors, la construction des arbres. Alors, nous avons la chance, en fait, en matière informatique, quand vous avez un PDF, vous avez une occurrence recherchée. Je vous donne 100 000 € si vous trouvez le mot plante dans la Constitution. Il vous suffit de mettre, en fait, simplement plante sur l'occurrence recherchée et vous recherchez. Ça n'existe pas. Maintenant, concernant les mariages précoces, mais ça n'existe nulle part dans une constitution. Vous ne trouverez pas une constitution au monde qui prévoit de telles interdictions. Oui, mais, il y a une règle générale. Alors, là on parle, oui, alors, juste une seconde. Dans la constitution, on prévoit ce qu'on appelle les règles fondamentales. L'État a l'obligation de protéger l'enfant. Quant aux conditions et aux modalités par lesquelles, en fait, donc l'État protège l'enfant, c'est au législateur d'adopter ces dispositions. Et le Code civil, en fait, a réglé ce problème. Il n'y a aucun contrat de mariage aujourd'hui qui est légal en droit guinéen. Les grandes gueules. Est mariée, en fait, alors qu'elle n'a pas de majorité. Alors on n'a plus pas le temps. Alors clairement, est-ce qu'on peut dire que le travail qui a été fait, c'est un travail bidon? Alors, est-ce que c'est un travail bidon? Les grandes gueules. J'essaye de ne pas être politique et de ne pas employer, en fait, le langage des politiques. Cette constitution, c'est la pire des choses qu'on peut espérer lorsqu'on a envie de faire évoluer un pays. Le pouvoir gouverne, c'est vrai, mais l'équilibre des pouvoirs permet
la résistance en fait de la démocratie dans le temps. Bien. Et cette constitution, pour moi, comme on vient de le dire là, c'est une arnaque. Il n'y a absolument rien de moderne là-dedans. Docteur Alpha Yaya Dramé, enseignant-chercheur en France, avocat donc à la Cour de Lille. Allez-y, Mohamed, dernière question. Alors, sur le plan interne, on a l'impression que les carottes sont cuites, en tout cas juridiquement, puisque la Cour constitutionnelle à chaque fois s'est exprimée. Mais j'apprends, vous allez me corriger si je fais erreur, que vous, ou en tout cas, si vous êtes constitué, ou en tout cas l'opposition guinéenne, j'apprends qu'elle porte désormais le combat devant la Cour de la CEDEAO. Mais comment espérer, Les grandes gueules. par exemple, qu'une réponse favorable à l'opposition nous vienne de la Cour de la CEDEAO, qui c'est vrai, c'est une justice, mais lorsque la même CEDEAO ou l'Union africaine envoie des observateurs en Guinée dans le même temps. Mais d'abord, est-ce que c'est vrai que vous avez porté un recours devant la Cour de la CEDEAO? Alors, effectivement, j'ai été constitué pour porter une affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, il se trouve qu'en Guinée, on ne s'intéresse pas beaucoup au droit, parce qu'au-dessus de la constitution guinéenne, il y a ce qu'on appelle les standards constitutionnels des 15 États membres. C'est-à-dire qu'il y a une constitution pour les 15 États membres. Les grandes gueules. Et ce standard, en fait, a été établi par le protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui interdit toute modification, tout amendement, tout changement de constitution dont le seul but est d'empêcher l'alternance politique. Et en 2012, il y a un autre protocole qui a été adopté en 2012 qui formule clairement que les amendements, les modifications qui a pour effet ou pour but d'empêcher donc le principe de l'alternance politique constituent un coup d'État constitutionnel. Et dans ce même mécanisme, on a conféré au président de la commission, et c'est là où le bas blesse, un pouvoir de police. Il peut être saisi directement d'une plainte dont il a l'obligation d'instruire dans les 30 jours, saisir l'État pour l'enjoindre de respecter les règles communautaires. Parce que parmi les règles fondamentales de la communauté de la CEDEAO, il y a le respect de l'État de droit, le respect de l'ordre constitutionnel, et on est en plein là-dedans, et surtout l'interdiction de modifier la Constitution en violation de la Constitution en fait en vigueur. Donc l'affaire est portée devant la Cour, à la fois contre la CEDEAO elle-même pour résistance fautive en clair, et contre les 15 États membres. C'est-à-dire on a une action en responsabilité, parce que les textes disent clairement que les États sont solidairement responsables du respect du droit communautaire. Bien. Wow. Merci beaucoup, en tout cas, docteur, d'être passé dans cette émission Les Grandes Gueules ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Les juges continuent sur Radio Espace. Faites le plein de